Salut à tous et bienvenue sur le Tusma Show. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du meilleur de l'actu, des conseils que j'ai trouvé sur le Twitter US la semaine dernière. On va parler de sujets importants, notamment Gary Gensler, le chairman de la SEC aux États-Unis, grand régulateur des marchés financiers traditionnels et également crypto, qui s'est fait botter les fesses par le Congrès pour sa négligence en termes de régulation au niveau des crypto-monnaies. Donc ça fait ultra plaisir. Depuis tant qu'il fait le dictateur sur les marchés crypto en envoyant des Wells Notice sur Wells Notice à tous les exchanges aux US. Donc ça fait péter un câble et je suis super content qu'il se prenne enfin un retour de bâton pour sa politique qui est complètement éclatée au sol. Bref, premier point intéressant. Ensuite, on va parler d'addiction avec Franklin Isbored, un mec très connu sur NFT Twitter. Donc qui a sombré dans son addiction du trading et du gambling et qui a perdu des millions de dollars. Donc on verra ça et ensuite on parlera de petits trucs à droite, à gauche. Voilà, allez hop, c'est parti. Commençons tout de suite avec un tweet de 0xFoobar qui commente en fait la news qui vient d'arriver que la Société Générale avec sa filiale crypto vient d'en lancer un stablecoin euro sur la blockchain Ethereum. Et comme on va le voir, c'est probablement le pire stablecoin jamais créé parce que tout simplement, en fait, quand vous vous initiez un transfert, donc depuis votre wallet, il y a un registrar centralisé qui doit valider votre transfert. Donc probablement, vous faites le transfert et il y a un mec de la Société Générale qui doit valider votre transfert sur la blockchain pour que le transfert parte. Bref, je ne sais pas quoi dire les mecs, je ne sais pas quoi dire, voilà le code. Donc là, la fonction transfert, comme vous le voyez, initiate transfert, donc initiate transfert c'est ça. Et il faut en fait donc transfer requested, donc ça crée un event transfer requested sur la blockchain qui est ensuite récupéré et qui doit être avec la fonction validate transfer. Mais en fait, le validate transfer, cette fonction ne peut être call que par le registrar, donc qui est une entité centrale, donc un smart contract ou une adresse. Enfin bref, voilà, gros délire. Parlons maintenant d'une histoire moins drôle qui est celle de Franklin Isbored, un grand trader de NFT et qui a succombé à son addiction pour le gambling et qui a perdu des millions de dollars récemment. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Franklin Isbored, il faut savoir que sur Twitter, il y a plusieurs groupuscules de personnes qui interagissent entre eux. Il y a Crypto Twitter US, donc là où je vais chercher mes infos, etc. Donc c'est des influenceurs, traders, voilà, qui vont parler crypto, news, actu, etc. Autour des cryptos. Ensuite, il y a une sous-catégorie qui est le NFT Twitter, où là, ça va être que des traders d'NFT, des traders, etc. Et ils vont pas forcément les gens de crypto Twitter vont pas forcément interagir avec les gens de NFT Twitter, etc. Et moi, vu que j'ai beaucoup tradé les NFT en 2021, je me suis vraiment immiscé dans NFT Twitter. Donc, Franklin Isbored doit son succès sur Twitter à son flipping de Bored Ape Yacht Club. Donc, le flipping, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous achetez un NFT et que vous le revendez rapidement, donc dans les heures qui suivent, jours qui suivent, pour un petit profit, donc un scalping en fait, tout simplement, comme on dirait en trading. Et donc, Franklin flippait énormément d'NFT qu'il allait poster et il postait son palmarès sur Twitter, donc ce qui faisait gagner énormément d'abonnés. C'était des flips environ de 0,1 Ether à 2, 3 Ether, 4 Ether de scalping, ce qui en soi n'est pas de profit, ce qui en soi pas énorme quand on sait qu'un Bored Ape valait des fois 200 000, 300 000 dollars par NFT. Mais donc voilà, il a explosé sur Twitter, il est monté à 180 000 abonnés grâce à ça. Sauf que son activité a été drastiquement réduite ces derniers mois. Il était plus actif ni sur les exchanges ni sur Twitter. Et il est sorti récemment de son silence. Donc j'avais mis les tweets en signet pour le Tisma Show. Malheureusement, il a bloqué son compte, ce qui fait que ces tweets ne sont plus accessibles. Donc je peux pas vous montrer les trucs. Mais de ce que j'ai de tête, de ce que j'ai pu retrouver, je vais essayer de vous illustrer l'histoire. Donc en gros, ce qu'il a dit, c'est qu'il avait investi 2000 Ether, soit plus de 4 millions de dollars au prix actuel, dans le projet d'un de ses amis qui l'a rug en fait, je sais pas exactement comment, mais en gros, apparemment c'était dans un truc de gambling et il aurait perdu toutes les thunes. Donc Franklin a essuyé cette lourde perte, parce qu'il faut également savoir que Franklin avait un max de 60 Bored Ape dans son wallet un jour. Donc c'est énorme, je ne sais plus exactement au prix de l'Ether, mais ça fait plusieurs millions de dollars, voire des dizaines de millions de dollars. Par la suite, donc Franklin a mis en vente tous ses Bored Ape pour une perte jusqu'à 100 Ether par Bored Ape. Donc une perte faramineuse
sur ses achats. Et en plus, il avait une grosse addiction sur Rollbit, la plateforme que vous connaissez pour le gambling en crypto, où il a envoyé, quelqu'un avait fait un Excel où il avait envoyé plus de 9000 Ethers sur son wallet Rollbit. Donc, combien est-ce qu'il en a vendu? Là, on peut le voir par exemple. Euh, Combien il en a perdu, on ne sait pas. Par contre, si en général vous envoyez à l'infini de l'argent sur une plateforme de gambling, c'est en général pas que vous êtes en train de gagner. Comme vous le voyez, un besoin compulsif d'envoyer de l'argent, de refluer le wallet. Donc plusieurs fois par semaine, il envoyait 12 Ethers, 35 Ethers, 50 Ethers, 100 Ethers, 40 Ethers. Et ça pendant très longtemps ces derniers temps. Et donc probablement qui signifie qu'il était en train de faire du gros gambling sur Rollbit. Et je pense que le fait que le marché NFT ne soit plus aussi facile qu'avant parce qu'il est en grosse baisse et en grosse perte de volume depuis quelques mois maintenant, donc il peut plus vraiment faire ses techniques de scalping. En plus de ça, son ego sur Twitter en prend un coup parce que je pense qu'il a dû perdre pas mal d'abonnés dû à son inactivité à cause du marché. Donc c'est difficile et en parallèle, il était en train de faire du giga gambling sur Rollbit où il a dû perdre énormément d'argent et je pense que du coup il a implosé. C'est pour ça qu'il a donc fermé son Twitter, je pense, parce que ça devait être too much pour lui. Il a perdu plus de, je sais pas combien de millions, voire dizaines de millions sur ce move. Il lui reste actuellement plus que 100 Ethers sur son wallet et quasiment plus de NFT. Donc, à mon avis, voilà, il faut savoir que donc il faut profiter de cet exemple public pour parler de l'addiction au gambling et au trading, ou dans le cas du trading, l'overtrading, l'envie de trade pour se refaire ses pertes, etc. Et je pense que c'est important de l'identifier tôt et rapidement pour vous éviter de vous fumer votre bankroll et potentiellement ne plus jamais refaire de trading ou pire, vous détruire la vie et la santé pour plein de raisons. Donc du coup, voilà, il faut garder en tête que ce n'est jamais bon de partir sur du gambling, etc. Si c'est votre cas, mais remettez-vous en question sur les causes de pourquoi vous faites et vous agissez comme ça en trading ou sur des paris, que ce soit paris sportifs ou paris en général, et essayez de trouver la cause, la comprendre et si vous n'arrivez pas à vous raisonner, etc., essayez de vous faire aider parce que ça peut très bien dégénérer. Et je pense que sur cette sphère qu'est crypto Twitter, il doit y avoir plein de gens qui ont dû succomber au gambling parce que on est tout le temps en train de faire du pari, que ce soit du trading ou sur des casinos en ligne, etc. Donc je pense qu'il est très important de se faire aider tôt et de reconnaître les causes le plus tôt possible. Dans le but évidemment d'endiguer tout ça. Voilà, donc ça c'est pour tout pour Franklin. Donc maintenant on va parler de Stakeholder. Donc du coup qui a fait un post à propos des nouvelles législations qui arrivent en Russie concernant le mining crypto. Alors la banque centrale russe est en train actuellement de considérer les crypto-monnaies comme des moyens d'échange pour les trades internationaux avec la Russie. Le gouvernement russe en parallèle est en train de faire des lois pour créer des institutions spécialisées dans le minage pour l'État russe. Et à mon avis, comme il le dit ici, c'est trop risqué maintenant pour la Russie avec tout ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine et le blocage des assets de la Banque centrale russe par les États-Unis. C'est trop risqué de détenir trop de dollars maintenant dans ses réserves bancaires pour les trades internationaux. Et donc, une astuce et un échappatoire qui serait envisagé par les Russes, c'est que vu qu'ils ne peuvent pas print du dollar, ils ne peuvent pas créer de dollars pour acheter des biens externes, leur but, ce serait qu'ils brûlent du gaz, donc ça veut dire qu'ils brûlent de l'énergie parce qu'en Russie, ils en ont plein. Et vu que les États-Unis font un embargo sur le gaz russe et le boycott, à ce moment-là, ça leur permettrait de brûler leur propre gaz, transformer ce gaz en monnaie, en fait, tout simplement numérique, comme le Bitcoin, et qui permettrait, en fait, de transformer sans que quelqu'un achète, en fait, leur gaz. Et donc, par conséquent, c'est un énorme avantage pour la Russie de miner du Bitcoin et ensuite d'acheter et de faire du commerce international avec des Bitcoins. Donc, pour la Russie, ce serait énorme. Quant à la répercussion que ça aurait techniquement sur les marchés, je ne sais pas parce qu'en soi, ils mineraient potentiellement du Bitcoin qui ne serait pas vendu tout de suite, du coup, donc potentiellement un billet haussier. En plus, il y a du coup une compétition entre les US et la Russie entre les US, la Russie, la Chine pour les bitcoins qui pourraient s'en suivre parce que le but c'est d'avoir quand même une part du digital comme actuellement il y a une guerre un petit peu il y a un peu une guerre quant au GAFA. Là, clairement, les États-Unis ont gagné avec Google, Facebook, etc. Mais s'ils veulent continuer de gagner la guerre d'Internet,
il va falloir qu'ils se bottent les fesses et qu'ils refont et qu'ils soient attractifs de nouveau pour les crypto-monnaies et contrôler le minage des crypto-monnaies. Donc pour moi, ce serait bullish parce que ça créerait une grosse compétition entre les États et une grosse compétition entre les États serait pour moi bénéfique pour l'écosystème. Autre tweet sur Franklin. D'ailleurs, ça c'était le tweet en fait qu'il avait mis pour annoncer qu'il arrête, etc. Qu'en gros, bah, à cause d'une issue, il devait vendre ses BYC pour payer en fait tous les prêts qu'il avait fait sur BenDAO, qui est une plateforme de lending pour les NFT et les prêts, etc. Pendant qu'il y a la liquidité, il va arrêter le trading NFT et Twitter pendant un moment et il va se focus sur sa private life avec ses derniers apes. Et 5 jours après, c'est parti. On voit sur le wallet de Franklin qu'il repart. Il recommence à flipper des NFT. Et vous voyez là, c'est que dalle. Genre, il dépense 16 000 balles pour gagner même pas 200 balles après les fees. Enfin bref, un peu sad de voir ça. Parlons d'un thread de 0x Cigar qui nous explique comment est enregistrée la metadata des NFT et plus particulièrement les images que vous voyez sur les NFT. Alors, il va prendre ici l'exemple de Bored Ape Yacht Club. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, dans le NFT, en soi, il n'y a pas une description de l'image. Il y a un URL, dans la majeure partie des cas, il y a un URL qui pointe vers une ressource externe sur un autre serveur parce que c'est trop coûteux de stocker des images sur la blockchain. Par conséquent, on store des liens à la place. Pour les Bored Ape Yacht Club, il faut savoir que le contrat n'a plus de propriétaire. Yuga Labs, les créateurs, ont enlevé tous les droits qu'ils avaient sur le contrat. Donc, plus personne ne peut interagir avec le contrat parce que il y a une fonction dans le contrat qui permet en fait aux propriétaires de minter des Bored Ape Yacht Club à l'infini. Donc c'est pour ça que bah, pour prouver qu'ils n'allaient plus jamais en minter, ils sont enlevés en tant que propriétaires, donc il n'y a plus de propriétaire pour ce contrat. Et également la fonction setBase URI également la fonction dans le contrat setBase URI ne peut plus être appelée. Donc c'est la fonction qui permet de changer la metadata sur les NFT, ne peut plus être appelée parce que bah, du coup le propriétaire c'est l'adresse 0, donc l'adresse de burn de TH, donc personne ne peut y avoir accès. Donc ça veut dire que la metadata dans le NFT, l'URI qui pointe vers la ressource de l'image sur IPFS, IPFS qui est un système décentralisé pour stocker des images, du coup ne peut plus être changé. Donc ce lien est permanent dans le NFT, personne ne peut changer. Ensuite, la question du coup c'est vers où est-ce que cette metadata pointe. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc IPFS, donc c'est un système décentralisé de stockage d'images. On sait également que ce qui est stocké sur IPFS sous un URI ne peut pas être changé via IPFS, donc c'est storé indélébile, donc on ne peut pas changer l'URI associé à l'image. Le seul risque qu'il peut y avoir, c'est si les nœuds du réseau IPFS décident d'arrêter de stocker la data des BYC. Et donc, pour prévenir ce problème, vous pouvez pin le contenu de IPFS, ce qui fera que les files ne pourront pas être enlevés. Donc, si Yuga pin la data des Bored Ape, la data sera tout le temps available. Ensuite, si tous les nœuds qui existent sur le réseau de Bored Ape Yacht Club, pour X ou Y raison, si tous les nœuds arrêtaient de stocker la metadata des Bored Ape Yacht Club, n'importe qui pourrait re-envoyer cette data sur IPFS pour que tout refonctionne. Parce que en gros, bah, comme on l'a dit, l'URI est forcément fixé avec une image, enfin une metadata. Et donc par conséquent, si quelqu'un réupload cette metadata sur le réseau, par conséquent, le URI précédent est le même. Donc même si d'un coup plus personne décide de stocker sur IPFS, si vous commencez à le réupload dessus, à ce moment-là, bah, l'URI sera le même. Donc du coup, vu que le Bored Ape, le NFT ne peut jamais être changé avec l'URI du NFT ne peut jamais être changé, par conséquent, si vous réuploadez après sur IPFS, l'URI de nouveau connecte et à ce moment-là, bah, c'est bon. Voilà. Donc le risk factor, par exemple, pour le contrat des Bored Ape Yacht Club est quasiment nul. Voilà. Parlons maintenant du sujet tant attendu, le bottage de fesses de Gary Gensler. Comme si vous suivez un peu l'actu, vous avez vu que récemment, qu'il y a 2 jours, Gary Gensler était auditionné par le Congrès pour voir son avancement quant aux régulations en crypto. Et en fait, il s'est fait littéralement détruire par les personnes du Congrès parce que tout simplement,
il fait que comme j'ai dit dans l'intro, d'envoyer des Wells Notice, de mettre des procès à droite à gauche. Il a fait plus de 55 procès à des compagnies crypto depuis le début, mais il a instauré aucune nouvelle réglementation pour réguler l'écosystème. Donc c'est un travail catastrophique parce que du coup il fait des statements, des public statements sur le site de la SEC, mais à aucun moment il explique aux compagnies comment register son exchange pour vendre des securities. En fait, il attaque sur il attaque sur la forme, mais dans le fond, il ne met en place aucun framework légal pour protéger les investisseurs. Par conséquent, ce qu'il lui reproche, c'est que l'écosystème crypto, en fait, de par ses actions, est beaucoup moins sécurisé que s'il n'était pas là, parce que du coup, ça push, comme on le voit avec Coinbase par exemple ou Gemini, ça push les compagnies régulées américaines à l'étranger parce qu'elles se prennent des amendes non-stop. Alors que par exemple Coinbase, comme ils le disent depuis 2018, ils envoient régulièrement à la SEC des lettres pour que Gary et sa team leur expliquent quelles crypto-monnaies sont des securities, ce à quoi ils ne répondent pas. Ils leur demandent également comment register pour devenir un exchange qui vend des securities en crypto-monnaies. Ils ne répondent pas. Donc par conséquent, ils n'ont aucune idée, mais par contre, ils se prennent quand même des grosses amendes. Donc ça, c'est catastrophique pour la cryptosphère. En plus, ça fait une grosse incertitude sur les marchés pour les institutionnels, etc. Et ça pousse énormément d'innovation à l'étranger, et notamment en Chine, comme vous voyez actuellement, Hong Kong qui s'ouvre énormément aux crypto-monnaies depuis quelques mois. Et c'est quelque chose que le monsieur Emmer, là, dans la vidéo, explique violemment à Gary et qui dit que, comme on peut le voir dans le Wall Street Journal, un titre qui dit que à cause de manque de régulation et de clarification des règles aux États-Unis autour des crypto-monnaies, et beaucoup d'acteurs partent en Chine, ce qui est au détriment de l'économie et de l'innovation américaine. Et donc, je peux vous le dire qu'il prend très très cher. Alors, la vidéo dure 5 minutes, donc je vais vous mettre quelques extraits. Chair Gensler, I have a lot of questions in a limited amount of time, so if you could keep your answers to either a yes or a no, that will allow us to get through as many as possible, sir. From your perspective, is it more difficult now for the digital asset industry to access financial products and services in the United States than it was, say, 2 years ago? Sir, I'm not running one of those businesses. If they came into compliance, I think reclaiming my time. The answer, sir, is yes. Do you think you and the SEC have had a role to play in that? I think we have a role to protect the American investor and the capital markets and the... Reclaiming my time, sir. You have played an obvious role in that. During your tenure at the SEC, how many collapsed, sir? Speech of the SEC. Again, you haven't provided any rules for how that can be done. I must remind you, your public statements are not regulations. It's not responsible to expect the American people to assume your statements are a substitute for rules. Do you agree with this statement regarding the digital asset industry? The SEC needs additional congressional authorities to prevent transactions, products, and platforms from falling between the regulatory cracks. I think that it's a largely non-compliant field. And sir, again, I asked you to comply with my questions, and I'm asking you if you agree with that quote. And I'm going to tell you, I'm quoting you from an August 3rd, 2021 article where you, and I believe you told Congressman Hill earlier that you need congressional authority to regulate stablecoins, and stablecoins happen to be a significant percentage of the crypto market. So the question is, how many times did you meet $1 billion? Were you the chairman of the SEC when FTX collapsed? Yes. And how many times did you meet with FTX prior to their collapse? I think my public record shows 2. You met with FTX at least twice. And arguably, the second biggest crypto failure in history was Terra Luna. Who was the chairman of the SEC when Terra Luna collapsed, sir? We had brought... You were, sir. Reclaiming my time, you were. Voilà, bon, il le défonce. Si vous voulez la vidéo entière, elle est sur mon Twitter. Donc du coup, il y a d'autres congressmen qui demandent la restructuration de la SEC et que Gary Gensler soit viré tout simplement. Donc dinguerie. Ensuite, un tweet sur ChatGPT cette fois, sur comment ChatGPT peut être extrêmement utile pour des résolutions en termes de législation, en termes d'avocats et de loi. Donc, thread qui a été fait par un avocat. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est que tout d'abord, supposons qu'on a un rent, enfin bref, qu'on est landlord, qu'on est un propriétaire, et qu'il y a un de tes
clients, un de tes locataires qui te doit 750 $ pour un rent. Et en gros, tu voudrais savoir si tu pouvais en fait vendre des choses en leur possession pour récupérer ton loyer. Parce qu'en gros, eux, ils ont fait une lettre de demande pour récupérer leurs affaires. Donc, historiquement, avant ChatGPT, ce que tu aurais fait, c'est que, un, tu aurais appelé un avocat, ou deux, tu aurais essayé de rechercher les réponses en ligne en espérant avoir juste. Sauf que du coup, donc avant ChatGPT, tu googles la question et tu tombes sur des bonnes ressources, mais c'est pas spécifique à ton cas, donc du coup, tu vas pas avoir de réelles réponses. Ou alors tu appelles un avocat, sauf que d'appeler un avocat, c'est très coûteux par rapport à ce que tu as, ce qu'on doit. Donc pour des cas où tu as pas beaucoup d'argent à récupérer, ça vaut pas le coup. Par contre, maintenant, venons à ChatGPT. Donc maintenant, tu dois faire une bonne prompt pour récupérer les bonnes infos. Donc d'abord, il faut d'abord bien définir le problème. Ensuite, tu lui donnes le background de l'histoire. En troisième, tu lui donnes à quel état tu appartiens. C'était en France, en Alsace, peu importe. Et 4, objectif, donc ce que tu veux accomplir. Donc par exemple, retrouver tes pertes, retrouver tes 750 $. Donc une fois que tu as fait ta prompt, il va te répondre, voilà. Et ensuite, l'idée c'est que tu réaffines ton prompting. À ce moment-là, ChatGPT va te faire un premier jet et il va te donner des résultats spécifiques à ce que tu peux utiliser comme contrat, ce qui existe en termes de législation, etc. pour ce genre de choses. Et ensuite, du coup, tu vas refaire la prompt avec les nouvelles règles. Donc là, que ChatGPT t'a donné juste avant. Donc du coup, tu vas refaire une prompt un peu plus poussée. Voilà. Ensuite, il va te donner du coup, en gros, ChatGPT, du coup, il va te dire que oui, tu peux vendre les choses de tes locataires pour récupérer tes frais, pour récupérer ton loyer, mais que tu dois inclure quelques trucs en plus pour que tu sois légalement dans ton droit. Et ce qu'il faut, c'est que tu dois vérifier également les sources et checker sur Google rapidement ce qu'il te dit, surtout sur les noms, etc., pour voir si c'est juste. Donc là, il dit qu'il faut double check parce que par exemple, la loi qui t'a donné à appliquer, qui était celle au-dessus là, en fait, n'est pas vraiment correcte. Donc par exemple, il faut la modifier un petit peu. Et donc du coup après tu peux lui demander spécifiquement les lettres à envoyer après ce qui t'est dit et que tu aies vérifié les lois applicables qu'il t'a donné, les modifier un petit peu pour lui redonner dans le prompt. Et à ce moment-là, il va te faire les trucs. Il dit que le gars là, l'avocat là, il dit que justement il fait du bon boulot. It delivers again, donc c'est du bon travail. Et ensuite, les petites remarques qu'il pourrait faire, c'est que en général c'est bon. Après, par contre, un avocat de haute qualité pousserait ça bien plus profondément et qu'il y a peut-être quelques trucs qui sont un peu off. Et ça ne nullifierait pas l'exemple qu'il y a ici. Donc en overall, c'est une bonne manière de faire et qui est beaucoup moins coûteuse que le faire légalement avec un avocat pour ce genre de situation. Ouais, ça, je voulais le dire plus tard. Ensuite, ça, c'était un peu compliqué, mais je vais résumer le trade. En gros, il y a apparemment un hack qui est en cours depuis déjà décembre 2022 qui aurait volé plus de 5000 Ethers sur plein de wallets. Et en fait, bah, à travers plusieurs chains, à travers plusieurs wallets, et notamment des wallets qui sont contrôlés qui ont été contrôlés entre 2014 et 2022. Et plus particulièrement des OG, donc des Original Gangsta, des gens qui sont là depuis très longtemps dans les crypto-monnaies, donc très bizarre. Et apparemment, ce serait potentiellement lié avec un exploit qui a eu lieu sur Apple, qui a été patché récemment, où des applications pouvaient devenir root et prendre contrôle du téléphone. Donc apparemment, ce serait pour ça. Donc gros hack, vérifiez vos wallets si ça fait longtemps que vous êtes en crypto, pour voir si ça ne nous a pas touché. Voilà. Ensuite, petite update après le merge. Alors, il y avait beaucoup de spéculations autour du fait que potentiellement le merge allait être très néfaste pour Ether et qu'il y aurait beaucoup de pression vendeuse. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que depuis la mise à jour Chapella qui autorise les withdraws sur la blockchain Ether quand vous avez stacké vos Ethers, et ben en fait, il y a beaucoup plus de deposits que de withdraws. Vu que maintenant les gens savent qu'ils peuvent récupérer leur argent quand ils veulent après l'avoir stacké, bah pour conséquent, bah les gens se sentent beaucoup plus en sécurité et donc bah
plutôt que de déstack, les gens stack. Parce que de toute façon, les gens qui ont deposit, ils savaient qu'ils pouvaient pas withdraw dans tous les cas. Donc en soi, ils s'en fichaient. Alors que là, le fait qu'on puisse retirer maintenant, ça prouve qu'il n'y a plus aucun risque autre qu'un risque de smart contract. Et par conséquent, c'est beaucoup plus safe. Et donc, les gens dépositent beaucoup plus qu'ils withdraw. Donc, c'est une sacrée dinguerie. Et maintenant, pour finir, un tweet de FTX et des news sur FTX qui est un statement fait par le comité des créditeurs d'FTX et qu'en gros, qu'il y aurait sur la table pour le restart de FTX 2.0 un recovery right token qui est exactement comme celui de Bitfinex dont on a beaucoup parlé sur la chaîne, où en fait ce RTT donc en fait serait donné de manière proportionnelle à ce qui vous manque lors de la liquidation, lors du restart de FTX. Par exemple, si vous manque 30% de capital, il vous donnez 30% équivalent en RRT. Et donc, ce RRT serait potentiellement convertible en action de FTX. Donc, vous pourrez être potentiellement actionnaire de FTX à son restart. Ou alors, tout simplement, avec les frais générés par Exchange, il vous repayerait et rachèterait ces RRT pour au final que vous retrouviez tout votre argent avant le crash d'FTX tout simplement. Ce qui a marché très bien pour Bitfinex en 2016 où les créditeurs avaient eu un haircut, donc avaient perdu je crois 32% de leurs capitaux. Et ces 32% ont été rendus par Bitfinex au fur et à mesure. Au bout d'un an et demi, tous les créditeurs étaient complètement remboursés. Donc, c'est un très bon business model qui a fonctionné pour Bitfinex. Je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour FTX. Voilà, sur ce, je vais vous laisser pour ce Smash Show et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!